Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. On a couru le relais pour mon mari qui est décédé il y a 2 semaines. Il voulait passer l'allée avec notre bébé, alors je l'ai fait pour lui. Tous nos amis, nos familles nous ont soutenus, alors beaucoup d'amour et de générosité autour de nous. Est-ce que vous l'avez senti avec vous tout le long du parcours ? Oui. Cette vidéo, vous êtes des centaines à me l'avoir envoyée. On y voit une femme qui vient de franchir la ligne d'arrivée du marathon de Paris, son bébé endormi dans sa poussette. À peine a-t-elle repris son souffle qu'elle confie à la journaliste qui l'interroge que ce marathon, elle l'a couru en hommage à son mari, décédé quelques semaines plus tôt. La vidéo ne dure que quelques secondes qui ont suffi à me bouleverser, comme vous toutes, alors je l'ai relayée, comme vous toutes. Et puis le soir même, figurez-vous que cette femme m'a écrit en me disant qu'elle avait envie de me raconter son histoire. Mathilde admet elle-même que son récit semble à peine croyable, comme sorti d'un roman. C'est vrai, ça paraît fou. Des âmes sœurs qui se rencontrent au lycée deviennent un couple inséparable, des amoureux qui ne respirent que lorsqu'ils sont collés l'un à l'autre. Ça paraît dingue, une femme qui craint en permanence la mort de son mari au point de s'adresser directement à son cœur pour lui demander de vivre le plus longtemps possible, comme si elle sentait que la vie de son homme ne tenait qu'à un fil. Dans cet épisode, Mathilde a accepté de retracer les années bénies qui ont précédé cette nuit où tout a basculé. La rencontre avec Victorien, leurs premières années de couple, leur désir de se marier jusqu'à ce que la mort les sépare, la naissance de leur fils Octave, fruit de leur immense amour, et ce bonheur fauché 4 mois plus tard, sans crier gare, une nuit a priori comme les autres, où Victorien décède subitement dans leur lit, entre elle et leur fils. Mathilde vous racontera les semaines qui ont suivi cette tragédie, ce qui lui a permis de tenir et comment la maternité l'a sauvée du gouffre qui s'ouvrait sous elle. Car pour son fils, elle a décidé de relever la tête, d'avancer et de courir même, parce que l'amour d'une mère pour son enfant est bien la seule raison qui peut, un jour après l'autre, permettre de reprendre son élan pour continuer coûte que coûte à aller de l'avant. Bonjour Mathilde. Bonjour Clémentine. Je connais ton existence depuis seulement quelques semaines, quelques mois peut-être. Et t'avoir là aujourd'hui en face de moi, ça tient vraiment du miracle des réseaux sociaux. Ah oui, tout à fait. C'est ça. C'est exactement ça, le miracle des réseaux sociaux. Ouais. C'est comme si toute la communauté Bliss t'avait poussé comme ça jusqu'ici, jusqu'à ce micro. C'est ça. Donc, merci en tout cas d'avoir fait ce chemin-là. Et je suis très honorée de recueillir ton histoire aujourd'hui. Écoute, merci de me recevoir. Ça me fait tout drôle d'être là parce que je suis une aficionada de Bliss depuis très longtemps. Alors je ne sais pas depuis quand notre histoire d'amour a démarré, mais ça fait longtemps. Donc ça me fait vraiment bizarre. J'ai l'impression de, je sais pas, basculer. Tu es dans la matrice. C'est ça, exactement. C'est très étrange, mais tu vas voir, ça va très bien se passer. Et surtout, voilà, si tu connais par cœur la musique de Bliss, tu vas t'y sentir comme un poisson dans l'eau. Exactement. J'ai aucun doute là-dessus. Alors Mathilde, du coup, tu connais les traditionnelles questions d'introduction, de présentation. Je vais te demander ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Mathilde Langlois-Ginaire. J'ai 32 ans, je suis originaire de Normandie. Je suis chef de projet événementiel dans une boîte de tech sur Paris. Ma famille est composée de mon amoureux, l'amour de ma vie, Victorien, qui nous a quittés fin janvier, et de notre fils, Octave, qui a 9 mois. Et ma famille, elle est aussi composée de mes parents, ma sœur, mes beaux-parents, enfin mes amis, enfin voilà, tous les gens qui me portent et qui nous entourent au quotidien. Ouais, tu as un village autour de toi. Totalement. Et tout ce monde, d'ailleurs, est beaucoup physiquement près de toi en Normandie, c'est ça, hein ? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Je suis retournée vivre chez mes parents, du coup, il y a quelques mois, avec mon bébé. Ouais. Et du coup, mes beaux-parents sont juste à côté. Ouais. Parce qu'on vient du même endroit avec mon mari, en fait. On s'est rencontrés au lycée. Ah, vous êtes rencontrés au lycée. Alors, raconte-nous justement cette rencontre. Alors, on s'est rencontrés en seconde. Ouais. Voilà, le crush, tu vois, de lycée.
À l'époque, il y avait une série qu'on regardait tous qui s'appelait Summerland. Et il y avait un beau blond dedans qui s'appelait Bradine, qui avait une démarche de surfeur, une coupe à la surfeur. Okay. Et quand j'ai vu... Summerland, mais je connais pas comment ça se fait. Ah, je sais pas, mais peut-être parce qu'on a 10 ans d'écart. Peut-être. Peut-être. Elle passait sur quoi? Sur M6, je crois. Ok, d'accord. Ouais. Ah, je suis passée complètement à côté de Summerland, moi. Bah écoute, c'était plutôt et sympa. de Bradine, du coup. Et de Bradine. Et donc, quand j'ai vu Victorien pour la première fois, je me suis dit, oh, mais c'est Bradine. Ah ouais. Ouais. Carrément. Donc, il avait la mèche et tout. Ouais, il avait la mèche. Il avait la mèche, il avait les cheveux longs, il était blond, les yeux bleus. Pas du tout mon style, parce que moi, c'est plutôt brun, mat. Et voilà, j'ai crushé sur un blond aux yeux bleus. Donc ça devait être le crush de beaucoup de nanas du lycée aussi, bah, non oui, je crois. Ouais, je crois qu'il plaisait bien. Et du coup, il a eu une petite copine au lycée, en seconde, ce qui fait que moi, je suis passée à la trappe. Et puis, j'ai détourné mon attention sur d'autres. Mais voilà. En attendant. Et ce n'était que partie remise. Et en première, il est parti en Australie pendant 1 an. Ah, donc il avait quand même un petit côté surfeur. Ouais, voilà. Là, il cochait les cases. Il cochait les cases. Il est parti 1 an en Australie. Et à ce moment-là, il s'était rien passé entre vous? Eh bien, si. Ah, bon, tu sais, soirée de lycée, etc. Ouais. Dernière soirée de lycée, un 20 juin. C'est important, cette date. Je souligne. Ok. On finit par s'embrasser à la fin de cette soirée. Je me dis, ah, mais oui, c'est vrai, je l'aimais bien, lui, en fait. Mais mince, il part. Ah bah ouais. Donc moi, je fais ma petite année de première, 1 ou 2 petits copains comme ça, mais rien d'important. Vous restez en contact? Du tout. Du tout. Du tout, mais moi, par contre, je le garde en tête. Donc voilà, il fait son année en Australie, et l'été 2008... je ouïs dire dans la ville, parce qu'on vient d'une petite ville, que Victorien est de retour. Et puis, ça n'a pas loupé. Je le revois et là, tu deviens toute rouge, bouffée de chaleur. Tu dis, bon, d'accord, je crois que j'ai vraiment un gros crush. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Chaque fin de soirée, on finit par s'embrasser. Ouais. Mais jamais plus, jamais de « tiens, on se mettrait bien ensemble ». Ah oui, non. Rien d'officiel. Non, lui, il était jeune, il était là pour s'amuser. Il n'allait pas se mettre en couple, c'était pas le but. En même temps, on n'avait que 16-17 ans. Bon, oui. Voilà quoi. Moi, je cherchais l'amour, mais le premier amour, tu vois, pas l'amour d'une vie, le père de mes enfants. C'était la première fois que tu te sentais autant amoureuse? Ah oui, c'était même la première fois que je me sentais amoureuse, parce que j'ai eu des petits copains, mais des choses vraiment... Et qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres, Victorien? Je sais pas, je peux pas te dire, c'est la magie, quoi. Je peux pas te dire. Et c'est le seul avec qui j'avais envie de passer du temps. Les autres, je les évitais. Et lui, c'était tout l'inverse. Dès que je pouvais m'échapper, je savais qu'il avait cours à tel endroit, Oui, tu cherchais sa compagnie. Je cherchais sa compagnie. Et tu avais toujours plein de choses à lui dire, et réciproquement, intellectuellement, je veux dire, ça matchait aussi bien que physiquement. On rigolait bien. Ouais. Donc ça, c'était avant d'être ensemble, mais voilà, on s'entendait bien, on était... ça matchait bien, quoi. Je passais des bons moments avec lui, et puis en soirée, on finissait toujours par s'embrasser. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà. Oui, alors quand est-ce que vous avez officialisé votre relation? Parce que ça, c'était l'année du bac? Oui, c'était l'année du bac pour moi, parce que lui, il était revenu en première. D'accord. Puisqu'il revenait d'Australie. Bon, j'ai eu mon bac, mais c'est vrai que du coup, cette année-là, je me suis un petit peu moins intéressée aux cours, on va pas se mentir. C'est-à-dire que mes soirées, je les passais au téléphone avec lui. 2-3 heures tous les soirs à s'appeler, à se raconter je ne sais même plus quoi. Mais voilà, on parlait énormément. Quand on était ensemble, c'était très bon délire. En fait, on était super potes. Et en plus, amoureux, quoi. Tout était aligné. Et donc, on a officialisé notre relation 6 mois plus tard, en février. Le 7 exactement, on a choisi la date du 7. Et alors, c'est avec lui que tu as eu tes premiers rapports sexuels, du coup? Tout à fait. C'était mon premier. C'était ton premier. Et mon unique. Et alors, c'était comment ça, de passer ce cap-là avec cet homme-là? C'était magique. La sexualité, c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur en tant que jeune fille. J'avais vraiment peur, tu vois, qu'on me prenne, qu'on me jette. Voilà, c'était vraiment pas ça. Enfin, il y avait plein d'histoires au lycée qui étaient pas chouettes. Et moi, je voulais pas du tout être là-dedans. Je voulais que ça... It means something. Ouais. Que ce soit important pour l'un et l'autre, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup, il a été génial, très patient, parce que je l'ai fait attendre très longtemps. Ah ouais.
Oui, parce que lui avait eu plus d'expérience. Un petit peu, ouais. Ouais, Il avait déjà eu quelques copines et donc lui, voilà, il avait plus d'expérience que moi, mais il a été super. Il t'a attendu. Il m'a attendu, il Ouais. m'a jamais mis de pression. C'était moi qui décidais quand je décidais et du coup, ça s'est fait très facilement et c'était super. Et alors, est-ce que très vite, tu t'es dit que ça allait devenir quelqu'un de plus qu'important dans ta vie? Ou en tout cas, est-ce que tu te projetais avec lui? Ouais, je me projetais. Dès le départ? Alors, dès le départ, non. Alors, on se projetait à 1 an. Tu Ouais, vois. c'est ça. Bon, l'année prochaine, je pars en études. On se projetait. Lui restait au lycée, puisqu'il avait pris un an de retard avec l'Australie. Moi, je partais en études. Voilà, on se projetait à ce stade-là. Mais je sentais que voilà, c'était le big love, quoi. Et c'était réciproque. Enfin, j'étais pas en souffrance de lui courir après ou quoi. Enfin, Oui. on avançait dans le même. Au même rythme. Au même rythme, c'est ça. Et alors, est-ce que vous vous êtes mutuellement présentés à vos familles à cette époque-là? Et oui, ça s'est fait assez vite parce que on avait 17 ans, donc Ouais. on n'avait pas le permis. Donc si on voulait se voir, fallait que papa, maman nous emmènent l'un chez l'autre. Ah oui, vous pouviez pas vous retrouver Non. sans Parce qu'on trajet en habite voiture. au même endroit, mais moi j'habite à 7 km de la ville où lui il habitait. Lui il était en ville, mais moi j'étais en campagne à 7 km. Donc de toute façon, il fallait être véhiculé, ce qu'on n'était pas à 17 ans. Fallait des chauffeurs. Exactement, donc en fait on a vite été l'un chez l'autre et puis on se voyait que le week-end. Donc on se voyait au lycée, mais si on voulait se voir en dehors du lycée, il fallait se voir le week-end. Et oui. Et on a mélangé aussi nos familles parce que ses parents se sont mariés en septembre 2009, du coup. Ah oui. Et j'étais invitée, mes parents étaient invités. Enfin voilà, on a très vite sympa. mélangé les familles. Je suis allée fêter mon bac chez mes beaux-parents avec mes parents. Et en fait, nos parents ont très vite matché. Ils se sont déjà vus sans qu'on soit là. Et enfin maintenant, Ah, sympa. on s'entend super bien. Et après, c'était ping-pong. On s'invite de temps en temps les uns chez les autres, quoi. D'accord. Mm. Bon, et alors comment se sont passées les années qui ont suivi et votre amour là qui a grandi? Ça n'a pas été de tout repos parce qu'en fait, on a vite été à distance. Donc moi, je suis partie faire mes études à Caen. Ok. Lui, il était du coup toujours en Normandie. Donc il y avait 2 heures de route. Donc je rentrais tous les week-ends, on se voyait tous les week-ends. Ensuite, l'année suivante, lui, il est parti à Reims. Ensuite, il est parti 3 ans en Chine. Ah oui, d'accord. Ah oui, Mhm. donc Reims, finalement, c'était la porte à côté. Reims, finalement, c'était easy, tu vois. C'était easy. Et il faisait la route, on était quand même très accro parce qu'il rentrait tous les week-ends de Reims, quasiment. Donc Ok. il faisait 4 heures aller, 4 heures retour tous les week-ends pour qu'on se voit. Et moi, je rentrais de Caen tous les week-ends. On ne pouvait pas passer un week-end l'un sans l'autre. Ah ouais. C'était pas possible. Oui, donc vous étiez vraiment fusionnels Ouais. dès le début, quoi. Ouais. Mais alors après la Chine, ça a dû être un déchirement pendant 3 ans. On devait se séparer, Ah ouais. mais on n'a pas réussi. Vous vous étiez dit, ça va être trop dur, il Ouais. vaut bien qu'on se sépare. Enfin, moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit, ça va être trop dur. Enfin, on était tellement amoureux, tellement fusionnels. Je me suis dit, s'il faut vivre ça à distance, je préfère couper parce que je vais être malheureuse comme la pierre. Ça va être affreux. Et en fait, quand il est parti, on n'a jamais réussi à se quitter. Enfin, on s'écrivait toutes les 10 minutes, on s'appelait tous les jours. Ouais. Et donc, c'est parti pour 3 ans de distance affreuse. Donc, comme je l'avais entrevu, j'ai été malheureuse comme les pierres. Mon entourage connaît cette histoire par cœur. Jusqu'à maintenant, ça avait été la pire période de ma vie. Parce qu'il était loin, parce qu'on n'était plus dans le même pays, on n'avait plus le même fuseau horaire. Enfin, ouais, ça a été un déchirement. Mais voilà, j'ai serré les dents et je m'accrochais à un petit calendrier, à mon agenda de l'époque. Ouais. Où chaque jour, j'étais heureuse de barrer le jour qui venait de se passer, la semaine qui venait de se passer. Je savais le nombre de jours, le nombre de semaines qui restaient avant qu'il rentre. Et voilà. Ah et ouais, on avançait comme ça. Tu comptais chaque journée comme oui. ça. Chaque journée, c'était une journée qui me rapprochait de lui. J'étais tellement malheureuse que j'étais prête à arrêter mes études et à partir là-bas. Oh là Je là. lui disais tous les jours, parce qu'on s'appelait tous les jours. Donc moi, je me forçais à rentrer tôt, parce qu'on avait 6 ou 7 heures de décalage en fonction de l'hiver ou de l'été. Donc tous les soirs, je rentrais le plus tôt possible pour la voir, et lui, tous les soirs, il veillait pour qu'on s'appelle. Oh là là, mais c'est fou, hein, un amour aussi intense, aussi fort, aussi jeune. Vous avez envisagé que tu y ailles ou que lui revienne? Enfin, il y avait des allers-retours qui étaient prévus? Oui, il rentrait tous les 6 mois. D'accord. Et justement, moi, j'ai tout fait pour, de fait, tourner mes études
autour de ça. Dans mon cursus, j'avais un échange universitaire à faire et j'avais la possibilité de faire une année de césure. Donc j'ai dit ok, mon échange, il va se faire en Chine et l'année de césure, je vais la faire en Chine. Bah ouais. Alors la Chine, autant dire que s'il n'avait pas été là-bas, c'était pas du tout mon pays de prédilection, du tout. Mais du coup, pour choisir ton université, il fallait être bien classé. Et oui. Donc je me suis focus sur le boulot à fond. L'objectif, c'était d'être le mieux classé possible pour avoir le choix. Et donc j'ai pu partir. La petite anecdote rigolote, c'est comme ça dans toute notre histoire de toute façon, c'est que lui, il était à Pékin et il n'y avait pas d'échange universitaire à Pékin. Ah. Il y en avait à côté de Shanghai. Shanghai-Pékin, c'est 1000 km. Ah oui, ok. Mais j'ai dit... C'est le même pays, mais voilà. C'est comme si c'était... J'ai dit, je m'en fous, j'y vais, parce que de toute façon, comme ça, on sera sur le même fuseau horaire. Oui. Et ben c'est pas grave, on se verra toutes les 2 semaines, je prendrai l'avion, il prendra le train, on se débrouillera. Mais tant pis, j'y vais. Ça te rapprochait quand même de lui. Ça me rapprochait. Certes. Ouais. D'accord. Donc, tu vois, la phrase de « je te suivrai jusqu'au bout du monde », je l'ai fait. Ah ouais. Et pas qu'à moitié. Pas qu'à moitié, parce que la Chine, je parlais pas chinois. La Chine, c'est un choc culturel. Oui, on peut imaginer. Donc je suis partie en Chine. T'es partie donc au bout de combien de temps de an. Longue distance? 1 an. Et donc tu t'es retrouvée à Shanghai? Ouais, alors je me suis retrouvée à côté de Shanghai, à Hangzhou, plus exactement. Pendant 1 an? Pendant 6 mois. 6 mois. 6 mois dans une université. C'était très sympa, c'était une super expérience. Et alors après, tu as pu en plus faire une autre année de césure, et c'est donc ça? L'année qui suivait, si on le souhaitait, on pouvait faire une année de césure. Et là, donc tu pouvais aller à Pékin? Exactement. Ah ouais. Bah là, j'ai tout fait pour chercher un stage à Pékin. Que tu as trouvé? Que j'ai trouvé. Mais bien sûr. Évidemment. De toute façon, Rien ne t'arrêtait. Rien ne m'arrêtait. J'aurais remué ciel et terre. De toute façon, j'aurais même créé un faux stage s'il avait fallu. T'inquiète pas, c'est pas ça qui m'arrêtait. Donc vous avez passé 1 an ensemble à Pékin? Eh ben non, parce que j'ai eu que 6 mois de stage au final à Pékin. Donc j'ai fait 6 mois à côté de Shanghai et 6 mois à Pékin, avec une rentrée en France entre deux, donc le temps de l'été. Attends, c'est vraiment pas mal. Attends, vous vous êtes quand même super bien débrouillés. Ah bah oui. Ah ouais. Il fallait s'accrocher à quelque chose. Après, il allait bien revenir un jour, mais... Ouais, mais bon. D'avoir pu se voir autant, ça a quand même participé puis, à ce que votre histoire d'amour n'ait pas de coupure, quoi, trop importante. Et on a vraiment vécu, pour le coup, vraiment des moments incroyables en Chine. Oui, parce que là, du coup, vous viviez ensemble? Ouais, quand je suis allée à Pékin, on vivait ensemble. Ok. Donc, donc là, c'était la liberté. Là, c'était best life. Best life, c'était n'importe quoi. Vous en avez bien profité? On en a bien profité. On a fait la fête 6 jours sur 7. Bien sûr. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On a perdu nos foies et nos neurones là-bas, mais écoute, c'était super. Donc c'était trop bien, incroyable. Ouais. Et donc après, vous êtes rentrés ensemble en France? Non, je suis rentrée pour 6 mois, parce que j'avais 6 mois de stage à faire en France. Donc je l'ai fait à Caen. Et lui est rentré au bout de ces 6 mois. Oui, mais ces 6 derniers mois, tu vois, c'était ça rien. Y est, quoi. Le bout du tunnel était là. Il est rentré. Et une fois qu'il est rentré, par contre, on ne se sépare plus. Jamais. Quand il est rentré, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. Ah oui, déjà. Et donc on s'est dit là maintenant, c'est bon, c'est du concret. On va habiter ensemble pour de bon. Donc lui devait faire un autre master sur Paris avec une alternance. Et donc moi, je retournais à Rennes pour finir mes études. Il a cherché une alternance à Rennes qu'il n'a jamais trouvée. Il a dit, c'est pas grave, je reporte à l'année prochaine. Et pendant 1 an, il a fait des petits boulots. D'accord. Donc là, on a dit, non, là, c'est fini, la distance, c'est no way. Donc là, vous avez emménagé dans votre premier appart en France ensemble. Ouais. Et là, vous étiez comment dans vos projets d'avenir? Est-ce que là, toi, au fond de toi, tu savais que c'était l'homme de ta vie? Oui, c'était pour la vie. Et je me rappelle de mon beau-père dire à mon père, s'ils survivent à la Chine, on va les marier. Ah! Et oui, en fait, je pense vraiment que cette distance, alors ça a été vraiment très dur. On avait du mal à en reparler par la suite. Enfin, lui, beaucoup, parce que j'avais énormément souffert, lui aussi. Mais pour lui... c'était de sa faute parce qu'il avait fait ses choix, c'était lui qui était parti et c'était lui qui m'avait fait énormément souffrir. Alors qu'en soi, moi, je voyais plus les choses comme ça. Enfin, on avait fait des choix et c'était super pour lui. Mais il voulait plus parler de la Chine, en tout cas très peu, parce que ça lui rappelait trop la souffrance dans laquelle il m'avait mise.
Ah et ouais, ça dis le rendait donc. malade. Ça le rendait malade. Donc après, Culpabilité, on parlait que des bons maximum. moments de la Chine, mais vraiment pas plus, quoi. Pas de ce qu'on avait ressenti, tout ça. Enfin, quand il a fallu, par exemple, la préparation du mariage, tout ça, parler de ce genre de choses, lui, vraiment, ça lui donnait physiquement la nausée, quoi. Ah là là, Ouais. c'est fou. Ouais, de m'avoir rendue malheureuse, ça le rendait fou, quoi. Et donc, il y a eu demande en mariage, Alors ça, c'était puis longtemps mariage, après. Ouais. longtemps après votre Ouais. retour. Ah oui. C'est-à-dire combien de temps après? Eh bien, on a passé 1 an à Rennes Ouais. et ensuite on est arrivé sur Paris. Ok. Donc Mais vous en parliez du mariage? Alors, moi oui. Ouais. Toi, c'était vraiment Moi, c'était une mon envie schéma. profonde. C'est vrai que j'ai un Ouais. schéma un petit peu classique. Moi, je me voyais me marier, puis avoir des enfants après, parce que c'est le modèle que j'ai dans ma famille, de par mes parents. Que lui, du coup, il avait un modèle un peu différent, Ouais. puisque ses parents s'étaient connus plus tard, qu'il avait eu plus tard. Moi, j'avais été à leur mariage, donc il s'était marié sur le tard. Enfin, Ouais, voilà, ouais, c'était ouais. pas du tout le même schéma. Donc lui, le mariage, oui, enfin. Ça représentait pas ce que ça Non. représentait pour toi. Non. Ouais, c'est sûr. Donc je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci. Moi, juste, je veux avoir des enfants une fois mariée. Après, fais ce que tu veux. Hein. Mais Ah ouais. voilà, si tu veux des enfants, il faut se marier. Donc, vous parliez déjà enfant. Oui, la Chine même, peut-être avant. Parce que j'ai retrouvé, je fais un petit peu d'archéologie en ce moment. Ouais. Et j'ai retrouvé des échanges d'emails et on parlait déjà de nos futurs enfants, quoi. Les Ah. enfants, ils ont toujours été là dans nos têtes. C'était avec lui, c'était sûr. Et donc, effectivement, il fallait passer par la case mariage Mhm. pour accéder à cette... À la case bébé. à la case bébé, à cette construction familiale, quoi. C'est ça. Et donc, cette demande est arrivée à Paris pendant À vos Paris, années parisiennes. ouais, pendant nos années parisiennes, meilleures années. Enfin, Ah ouais. franchement, on s'est éclaté à Paris, c'était super. Ça s'est produit en 2018, un 21 juin. Ok. Encore un juin. On s'est paxé et il m'a fait la surprise 10 jours plus tard de m'emmener au Ciel de Paris, le restaurant tout en haut de la tour Montparnasse. Ah, mais oui, bien sûr, ouais. Pour me Restaurant demander, panoramique. Exactement, vue Tour Eiffel, truc magnifique, pour fêter notre Pax. Et en fait, il m'a demandé en mariage. Waouh. Ouais. Et alors, c'était comment ces années parisiennes, votre quotidien vous étiez quel genre de couple, tous les deux? Vous aviez une vie sociale riche, vous faisiez vachement de sport, de vie culturelle, je sais pas. Raconte-nous qu'on se figure. Plutôt beaucoup de bars et de restos. Ah, vous étiez des sportifs de comptoir. Ouais, donc. c'est ça, les sportifs du lever de coude. On a toujours bien aimé faire la fête. Parce que vous travailliez à ce moment-là. Oui, Vous n'étiez on s'est plus mis, étudiant. Ouais. Ouais. On a commencé nos vies actives sur Paris. Cette liberté aussi financière qu'apportent Exactement. les premiers boulots, Ouais, c'est vrai que c'est un terrain de jeu Ouais. extraordinaire. génial quoi. Et vous teniez le coup physiquement, justement, toutes ces fêtes là, tout cet alcool, ça allait. Les réveils étaient pas trop difficiles. Vous arriviez à tout. On était jeunes, on Ouais, était c'est plus jeunes. On est toujours jeunes, hein, mais on était plus jeunes. Et oui, on tenait le coup. Mais lui, particulièrement. Oui, lui, ça le dérangeait pas de se coucher à 5h du mat et d'aller au boulot à 9h, quoi. Donc un métabolisme, une santé a priori de fer. C'était un rugbyman, donc Ah ouais. 1m80, des bonnes épaules, voilà. Des bonnes épaules et donc un bon lever de coude. Ouais. Ok. Un bon vivant, un très bon vivant. Donc des années merveilleuses à Paris. Et alors après, il y a eu ce mariage, du coup, après la demande. Oui. Il est arrivé 1 an après le mariage? Alors, non. Non. Là, je m'en suis mordu très très fort les doigts. Donc, on s'est fiancés en 2018. Et puis, pas pressé par le temps. On s'est dit, 2019, c'est un peu short. On va faire ça en 2020. La mauvaise idée. Mauvaise idée. La très mauvaise oui, idée. mais bon, ça, personne ne pas le pouvait savoir. prévoir. Hein. Donc voilà, on a essayé de faire ça en 2020 et on s'est dit on achète, on se marie dans la foulée, on va faire notre lune de miel et puis bébé et puis voilà quoi, ça Oui. on déroule. Et puis après, en février-mars est arrivé le Covid. Ouais. Et donc on a quand même réussi à se marier civilement, mais il a fallu vraiment qu'on repense tout. On avait décalé le gros mariage à septembre 2020. Ouais. Donc on a tout fait pour se marier quand même civilement le 20 juin. Et à ce moment-là, on devait se marier qu'à 10 personnes. On avait le droit d'avoir que 10 personnes avec nous. Finalement, 10 jours avant, ils nous ont dit, bon, les mesures ont été un peu allégées, vous pouvez être 30. OK. Et donc, on a fait ça dans le jardin de ses parents. Et c'était génial. On a eu un super temps. On a fait la fête jusqu'à 5 du mat. On était dans une bulle. C'était incroyable.
Donc ça, c'était en juin 2020. Ouais. Et le mariage religieux Ouais. était prévu en septembre. C'était important pour vous de vous marier à l'église ? Ouais. Moi, c'est vrai que dans ma tête, encore mes schémas un peu classiques, moi, le vrai mariage, c'était à l'église, monter l'allée avec mon père au bras, la robe, tu vois, voilà. Ah oui, l'image d'Épinal. Exactement. Donc, vous aviez prévu un mariage à l'église ? On avait prévu un mariage à l'église. Qui a pu avoir lieu ? Qui n'a pas eu lieu, parce que au mois de juillet, le lieu qu'on avait loué pour l'occasion nous a annoncé qu'il ne réouvrirait pas. Ah. Et on a redécalé à septembre 2021. Et alors, est-ce que tu as quand même eu le mariage de tes rêves ? Oui, on a été portés sur un nuage toute la journée. Tout s'est déroulé comme on l'avait imaginé. Et alors, ce moment où, comme dans tous les mariages à l'église, on dit cette phrase est-ce que vous vous promettez de vous aimer Dans l'amour et dans la maladie, dans la santé comme dans la maladie, etc. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ouais. C'est quelque chose, cette phrase, quand on choisit de se marier à l'église. Il y a une préparation au mariage. Ça, c'est quelque chose sur lequel on s'arrête dans la préparation au mariage, qu'on considère. La préparation au mariage, c'était intéressant parce qu'en effet, ils te font réfléchir sur plein de sujets qu'on s'était déjà posés, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ils te demandent comment tu visualises ta vie ensemble. Qu'est-ce que tu penses apporter en tant que couple autour de toi ? Comment tu souhaites donner du fruit ? Donner le fruit, donc faire des enfants, mais pas que, c'est qu'est-ce que tu apportes aussi aux autres en tant que couple, comment tu conçois ta vie, il y a aussi la part religieuse, comment tu souhaites faire grandir ta famille dans la religion, etc. Mais c'est vrai que la préparation au mariage, moi je la visualisais pas du tout comme ça, ça a vraiment un côté un peu, on met tout à plat, on fait un bilan, et il y a une lettre d'intention aussi à écrire, et alors moi je lui ai écrit une tartinée. Donc c'est une lettre que tu écris à ton futur mari. Que tu écris à ton futur mari, que tu ne donnes pas à ton mari, que tu donnes au prêtre, qui met dans ton dossier, et lui vice-versa aussi. Mais voilà, tu déclares dans cette lettre ce que tu souhaites en fait, ce que tu souhaites pour le futur, pourquoi on s'engage l'un envers l'autre, qu'est-ce qu'on représente l'un pour l'autre. Et le prêtre lit la lettre ? Non. Ou pas ? Non. Ah non, ça reste... ça reste dans votre dossier comme ça ? C'est ça. Est-ce que vous vous êtes quand même raconté un peu ce qu'il y avait ? On se l'a envoyé, bien sûr. Ah, vous l'êtes envoyé ? Oui. Ça doit être quand même assez bouleversant comme preuve d'amour. Ouais, ça nous a fait pas mal discuter sur tous les sujets qui étaient évoqués par le prêtre, parce que cette lettre, il fallait l'écrire, mais il y avait quand même un petit plan. Il y avait certains sujets à évoquer. Ouais. Et voilà, et notamment, c'est vrai que le sujet des enfants est revenu pas mal. On a rediscuté de tout ça, même si ça faisait naturellement partie de notre quotidien, de souvent évoquer nos enfants, nos futurs enfants. Voilà. Mais c'était chouette, et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a rencontré le prêtre et on a retracé notre histoire aussi. Ah oui. Et moi, j'ai toujours adoré faire ça, parce que j'ai toujours été estomaquée que 2 gamins là au lycée se soient trouvés si jeunes et construit cette histoire qui, même de mon point de vue, était quand même assez dingue, et qu'on en soit arrivé au mariage. Enfin, je me disais, c'est fou, quoi. Enfin, on était 2 gamins et aujourd'hui on en est là, et je t'aime quand même encore plus chaque jour, quoi. C'est assez incroyable. Et j'ai envie de passer le reste de ma vie avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Enfin, vraiment, c'est ça, quoi. Ouais. C'est pour toujours. C'est ça. Ok, donc ça, c'était en 2021. Ouais. Et alors ensuite, d'après ton planning de vie qui, malgré quelques petits décalages, se déroulait quand même comme tu l'avais prévu, l'idée, c'était de faire un bébé. Oui, mais j'étais moins pressée que lui. Lui, il a toujours été fan des enfants. C'était... le mec, il arrivait dans un endroit, une réunion familiale, amicale avec des enfants. Tu peux être sûr que les enfants allaient vers lui. Il fonçait dessus. Ah ouais, il savait y faire. Ah ouais, il savait y faire. Il adorait les enfants. Enfin, vraiment, lui, il avait qu'une hâte, c'était d'être papa. Et puis, tu vois, une fois arrivé au bord de la falaise, et ben même lui, il a pris peur. Ah tu vois, finalement. On a eu un petit coup de flip et on s'est dit, on attend encore un peu. Mais histoire de quelques mois. Ok. Donc, nous voilà arrivés en 2022. Ouais. En fait, c'est mon stérilet qui est tombé tout seul. Ah, tiens. Et je me suis dit, j'en remets pas. Non. Non. Et ça, du coup, on s'est mis sérieusement au mois de juin et je suis tombée enceinte au mois d'août.
Comment se passe le test de grossesse? Vous étiez ensemble? Non, on n'était pas ensemble. Cette semaine-là, je ne sais plus pourquoi, il était une semaine à Bordeaux chez des copains. Ce qui arrivait très rarement. Nous, séparés plus d'une journée, c'était très rare. Ouais. Donc, une semaine sans lui, je comptais les dodos. Plus que 4 dodos. Ok, tu reviens après. Quand il n'était pas là, on s'appelait tous les soirs pour se coucher, sinon on ne pouvait pas se coucher. Enfin bref. Et donc, c'était la semaine où je devais avoir mes règles. Et les règles n'arrivent pas. Je me dis, oh là là, ok. Et donc, j'attends, je ne sais plus, le jeudi, je crois, pour faire le test toute seule, en attendant qu'il revienne. Il devait revenir le vendredi soir. Le test était positif tout de suite. J'ai pleuré, mais de joie, enfin un bonheur, mais incroyable. Et je suis montée sur un nuage, direction. J'étais tout de suite très très haut. J'imaginais tout de suite mon bébé dans 9 mois. Et donc Victorien est rentré le soir? Non, Victorien il est rentré le lendemain, mais je ne lui ai pas dit tout de suite. J'ai cherché un petit truc voilà, pour lui faire une annonce. Et donc, j'ai trouvé un petit lapin blanc Jacadi. Trop mignon, là, les petits trucs. Ouais. Et du coup, je lui ai offert la petite boîte. Et là, je me suis dit, mais non, mais si. Et on était trop heureux. Et voilà. Et ce couple déjà parfait que vous formiez allait en plus se reproduire. Ouais. Parce que auprès de vos amis et de votre famille, vous étiez perçus comme ce couple... d'inséparables. Ouais. On vous le disait, on vous vannait là-dessus ou pas? Parce que tu dis que vous ne pouviez pas passer plus d'une nuit l'un sans l'autre, que vous étiez vraiment reliés par une chaîne très très courte, quoi. Ouais. Est-ce que vous aviez d'autres couples comme ça dans votre entourage ou est-ce que vous étiez un peu vus comme ça, comme voilà, les deux accros, quoi, les inséparables? Non, on était vus comme ça. Et puis un couple qui est ensemble depuis aussi longtemps, c'est assez rare. Enfin, genre les couples de lycée qui ne se sont pas séparés, on en connaît très très peu. Mais oui, après, je me rappelle mes copines me dire quand j'étais plus jeune, lâche un peu ton mec. C'est bien gentil, mais quand vous serez plus ensemble, quand on était jeunes, tu seras bien contente de retrouver tes copines, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Oui. Non. Moi, c'est ma drogue, en fait. C'est ma drogue et en fait, je me sentais, en paix et bien qu'avec lui. Enfin, je suis bien avec d'autres gens. Enfin, j'étais bien avec d'autres gens, mais je me sentais complète qu'avec lui. S'il était à côté de moi ou dans la pièce d'à côté ou pas loin. Et oui, on était vus un peu comme un couple fusionnel. Voilà, on savait qu'on était fusionnel, mais les gens nous connaissaient depuis tellement longtemps qu'en fait, ils faisaient même plus attention, quoi. Parce que en société, en public, vous étiez aussi dans la démonstration de cet amour, c'est-à-dire que vous étiez un couple très tactile. Ouais. Moi, de toute façon, je pouvais pas être dans la même pièce que lui sans le toucher, sans lui faire un bisou, enfin, c'était pas possible. Et même quand on était ensemble au quotidien, c'était 1000 je t'aime par jour et t'es dans la même pièce, tu te fais un bisou au passage. Enfin, vraiment, et c'était sans s'en rendre compte. Ouais. Sans s'en rendre compte, on était chez nos parents, on était toujours dans les bras l'un de l'autre. Enfin, vraiment, ça a toujours été à table. Mais ne t'imagines même pas me mettre à table et que je sois pas à côté de lui. Ah ouais. Je pouvais le supporter, mais non. C'était compliqué. C'était compliqué. Ok, donc là, c'était parti pour justement que votre couple à 2 devienne 3. Ouais. Comment s'est passée cette grossesse? Eh bien, elle s'est vite arrêtée, malheureusement. Okay. Je fais une fausse couche fin septembre. Je la fais à 7 semaines, je crois. Donc, oui, 7 semaines, on a quand même le temps de se projeter. Ouais, bon, ça c'est un autre pan. J'avais qu'une trouille qui me poursuivait tout le temps, c'était qu'il arrive quelque chose à Victorien. J'avais une phobie de la mort en ce qui le concernait. En ce qui le concernait, lui. Mais depuis toujours? Depuis toujours. Et j'avais peur, de fait, quand on commence à essayer de faire un bébé, qu'il lui arrive quelque chose avant qu'on ait le temps d'avoir un bébé. Parce que je me disais, je veux un enfant de lui, quoi. Je veux un enfant de lui et de personne d'autre. Mais ça venait d'où, cette peur, à ton avis? Il y avait eu un déclencheur? T'avais lu des livres, vu un film, un doc? Non, je pense que je l'aimais tellement, en fait, que ne pas l'avoir dans ma vie, c'était inconcevable. C'est un bijou, un truc tellement précieux, là, que t'as peur que ça disparaisse, quoi. Est-ce que parfois tu te disais que c'était presque trop beau pour être vrai? Ouais. Ouais. Je lui ai écrit d'ailleurs, parce que je lui ai fait une petite lettre, dans laquelle justement je lui disais que dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais osé imaginer vivre une histoire comme la nôtre.
voilà, si on m'avait donné un papier, un crayon, et on m'avait dit décris ton histoire idéale, j'aurais même pas osé imaginer la nôtre. Enfin, je lui ai écrit, hein, je romance pas, c'est vraiment, je lui ai écrit, tu vois. Mais quand je m'écoute, je me dis non, mais c'est romancé, mais non. C'est vrai que c'est rare, je pense. Enfin, j'en sais rien, mais c'est en tout cas tel que tu le racontes, c'est très puissant. Et donc j'avais très peur. Oui, donc tu avais cette peur-là. Et cette peur, tu la verbalisais autre que dans cette lettre. Est-ce que tu lui faisais part de tes craintes? Je lui disais tout le temps, si tu meurs, je meurs. Fais attention à toi, parce que de toute façon, si tu meurs, ben je meurs. Je peux pas vivre sans toi, donc fais gaffe à toi. Mais est-ce que tu avais des raisons d'être inquiète? Non, je n'avais pas de raison, mais je pouvais avoir, tu vois, par exemple, tous les matins, quand il partait au travail, il partait avant moi, il me faisait un bisou dans la salle de bain, il partait. Et je pouvais pas m'empêcher de traverser l'appartement en courant, nu, pas nu, habillé, pas habillé, pour lui faire un dernier bisou, au cas où. Ah oui. J'avais peur tout le temps. Ça m'est arrivé des fois de prendre peur parce qu'il est parti à Carrefour, qui était à 30 mètres de chez nous. Et ça captait pas bien à l'intérieur, j'arrivais plus à la voir. De me dire, j'espère qu'il lui est rien arrivé, juste en traversant la route. Ah là là. Et en fait, j'avais tout le temps cette peur qu'il lui arrive quelque chose. C'était vraiment ma plus grande peur. Il avait déjà eu des soucis de santé? Non. Aucun? Non, pleine forme, il courait, il avait un très bon souffle, un bon cœur, normalement. Ouais. Donc non, il était en bonne santé, jeune, mais tu vois, par exemple, il aimait bien fumer un peu de temps en temps en soirée. Moi, je lui cassais les pieds pour pas qu'il fume. Je dis, moi, je veux pas que tu aies de cancer, je veux pas que tu sois malade. Quand on mangeait, je rajoutais, je sais pas, moi, je dis des bêtises, des graines de courge, c'est super bon pour la santé, c'est antioxydant. Enlève-moi le portable de ta poche, je veux pas que tu aies le cancer des testicules. Enfin, voilà, je voulais vraiment qu'ils vivent le plus vieux possible, quoi. Ouais. Et le nombre de fois aussi et ça c'est très drôle, où je me suis endormie dans ses bras, la tête sur son cœur, et je parlais à son cœur, et je lui ordonnais de vivre jusqu'à 90 ans. Si, je le faisais très souvent. C'est fou, quand même. Parce que je pense que c'est pas très fréquent de parler au cœur de son amoureux. Non. Ouais, tu voyais ce cœur comme presque un organe. Je disais, toi, t'as intérêt de durer loin, de durer loin parce que voilà, je pouvais pas vivre sans lui, quoi. C'était inconcevable. Et cette peur, elle était vraiment ciblée sur Victorien. Ciblée sur Victorien. Ça ne te faisait pas ça avec tes parents, avec ta sœur? Tu penses toujours, t'as toujours peur pour tes proches qu'il leur arrive quelque chose, mais c'est pas. Pas à ce point-là, pas de manière obsessionnelle comme ça l'était pour Victorien. Ouais, non. Ok. Et donc, quand tu tombes enceinte, est-ce que cette peur, justement, s'accroît ou est-ce que tu la déplaces, justement, sur ce bébé qui grandit en toi? Je la déplace pas du tout. Je me dis, ça y est, parce que bon, voilà, on avait eu quelques années un peu compliquées, le Covid, le mariage. Ça y est, en fait, j'avais un sens aussi à ma vie, en dehors de Victorien, parce que Victorien donnait tout le sens à ma vie, c'était toute ma vie. Et là, j'étais au 7e ciel, et donc j'étais très, très épanouie du début de cette grossesse. Je me sentais très bien, pas malade, rien. Mais malheureusement, donc au bout de 7 semaines, la grossesse s'arrête. À un moment donné, je commence à perdre un petit peu de sang. Et en effet, le soir, là, les saignements commencent à s'intensifier. Je commence à avoir mal au ventre. Et j'arrive aux urgences. Ils veulent me faire un test d'urine. Et là, je vois que je perds un flot pas possible. Donc là, je commence vraiment, vraiment à pleurer, à me dire, bah là, je suis vraiment en train de le perdre. Et à un moment donné, je sens que je suis en train de perdre quelque chose. Je cours aux toilettes. Et là, je le perds dans les toilettes. Je le vois une petite boule, quoi. Et je reviens, je sors, je dis au revoir. C'est horrible, tu vois, dans les toilettes des urgences. Je dis au revoir à cette petite chose et je reviens dans la salle d'attente. Victorien m'attendait et là, j'étais effondrée. Et je dis, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Donc après, on m'a fait une écho et ils m'ont dit, oui, plus rien. Je suis redescendue aussi bas que j'étais montée. Surtout que j'avais foi en la vie, tu vois. Je me disais, non, là, je le sens bien, je suis heureuse, je suis épanouie, je le sens bien. Et donc, je me suis dit, en fait, t'as aucun 6e sens, ma pauvre, endors-toi. T'as rien vu venir. Donc là, tu perds un peu foi en la vie, quoi. Tu dis, merci de ce beau cadeau. Et j'ai commencé vraiment à sombrer moralement. J'étais vraiment pas bien. Victorien, il était désemparé parce qu'il était très en peine aussi qu'on ait perdu le bébé. Mais il était désemparé de ma détresse. Et il me disait, je sais pas quoi faire, en fait. Et donc, vous vous êtes dit quoi? On retente dès que possible? Dès que possible, on remet ça. Et moi, je sentais que la seule manière d'aller mieux,
c'était de retomber enceinte. Et alors, tu es retombée enceinte, du coup, quelques mois plus tard. Oui, exactement. Ouais. Je suis tombée enceinte début 2023. Enfin, c'est ce que m'a dit le gynéco. Moi, j'étais persuadée que j'étais tombée enceinte fin décembre parce que, bon, on y croit pas. Mais le 28 décembre, j'ai ressenti un truc dans mon cœur. Mais genre une étincelle. Je sais pas expliquer. Je l'ai écrit parce que je me suis dit, je suis pas folle. Si jamais c'est ça, je veux m'en rappeler. Et j'en ai parlé à Victorien, bien entendu. Et j'ai ressenti, je sais pas, comme un apaisement d'un coup, une chaleur, quelque chose. Et je me suis dit, oh là là, ça se trouve, je suis enceinte. Oh. Comme si d'un coup, tu vois, toute cette tristesse s'arrêtait, s'apaisait. Et puis, j'ai découvert par la suite que j'étais enceinte. D'accord. Donc, un nouveau début de grossesse. Ouais. Comment tu le vis, là Beaucoup plus post-fausse couche, lourdement. C'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Là, j'en parle à Victorien. Je dis, bon, j'ai pas mes règles, on va voir. Donc, on fait un test. Et tu vois, pas d'explosion de joie ou quoi. Je dis, bon, écoute, ok, super, on verra. Tu vois. Et alors, est-ce que la confiance et la joie ont repris le dessus, là Ouais, au bout de 7 semaines plus 1, plus 2, plus 3 déjà, quand j'avais passé la dernière fois, déjà, ça allait un peu mieux. Quand j'ai fait la T1, déjà, premier souffle. Mais je me disais, bon, tout n'est pas gagné. J'avais peur des malformations que tu découvres à la T2. Je laisse les semaines passer petit à petit. C'est ça. Chaque semaine qui était passée, c'était une semaine de gagner. Et donc, tu as été rassurée à la deuxième écho, c'est ça, la T2, à 4 mois et demi, quoi, 5 mois? Ouais, 5 mois, ouais. Après, bon, je commençais quand même à investir de toute façon, malgré moi, cette grossesse. Mais tu vois, on n'a rien acheté avant le 7e mois, quoi. Je m'interdisais d'acheter quoi que ce soit. Je pouvais pas. C'était plus fort que moi. Et on avait aussi, en parallèle, le projet de déménager. D'accord. Parce qu'on était encore à Paris à l'époque. Et l'idée, c'était de changer de vie. Et on avait décidé de partir dans le sud-est. Ouais. Donc en plus, avec un déménagement qui se profilait, on n'allait pas acheter des choses à Paris pour les descendre dans le sud. On s'est dit, on achètera tout quand on sera sur place. Quitte à ce que ce soit le rush, et ça l'a été. Donc c'était où dans le sud-est? C'était entre Avignon et Aix-en-Provence. D'accord. Ah oui. Vous vouliez du soleil, des cigales, c'est ça. Du rosé, c'est ça, du soleil et de l'huile d'olive. Exactement, la mer, tout. Et puis ma sœur a déménagé là-bas aussi il y a 2 ans. Ok. Donc, et mes parents ont pour projet aussi d'y aller. Donc bon, de toute façon, voilà, c'était aussi un choix de logique. Oui. Et alors, c'était comment avec Victorien là de voir cette grossesse évoluer? De manière positive et pleine d'espoir, là, ça se profilait au fur et à mesure comme une grossesse qui allait aboutir sur un bébé. Ouais. C'était comment, là, entre vous, qui étiez si fusionnels, tellement à deux, presque ne faisant qu'un, d'imaginer avoir un bébé entre vous? C'était quoi? C'était génial de vivre ça avec lui. C'était magique parce que ça a toujours été un amour. Et là, il était aux petits soins plus. Il se renseignait de tout avec moi. Je lui faisais écouter des podcasts Bliss, bien entendu. J'ai lu le livre Le Mois d'Or. Donc, t'inquiète pas, je lui ai fait des notes et tout. Il avait bien pris des notes. Il était très investi. Ouais, un amoureux parfait. Un amoureux parfait, un futur papa. Un futur papa incroyable. Ouais, très, très investi. Très concerné. Tout à fait. Il était là à toutes les échos, j'en avais toutes les 6 semaines et il n'a rien loupé. Non. Et alors toi, malgré les grosses inquiétudes là, du début, t'as quand même réussi à retrouver le sourire et ton énergie et justement à remonter la pente là. Toi qui étais quand même tombée bien en fait, bas. ça m'a soulagée instantanément. À partir du moment où j'étais enceinte, ça y est, j'étais guérie. C'était une révélation. Je me doutais que j'allais aimer ça, mais vraiment j'ai adoré. Je mettais que des choses moulantes et j'avais un ventre très en avant, très rond. Enfin, j'étais fan de mon ventre. Tu devais être magnifique. Adoré et c'est franchement c'était magique. Et j'ai pas été malade. Donc une grossesse physiologiquement impeccable. Impeccable. Ouais, vraiment. Est-ce que tu désirais quelque chose de spécifique pour l'accouchement? Alors, il faut savoir qu'à la base, j'avais une peur bleue de l'accouchement. Ça a toujours été quelque chose qui me faisait très très peur. J'ai beaucoup écouté Bliss et ça m'a beaucoup détendue sur le sujet. Et j'ai une phobie des aiguilles aussi. Ok. À tel point que la dernière préparation à l'accouchement, la sage-femme nous a parlé de la péridurale et j'ai fait un malaise.
Rien qu'en discutant de la péridurale. De la péridurale. Ah oui. Donc moi, il me fallait la péridurale parce que j'avais peur de l'accouchement, mais j'avais peur de la péridurale parce que j'avais peur des aiguilles. Enfin voilà. Ah oui, compliqué. Voilà. Mais de toute façon, j'avais mon roc à côté de moi. Tant que Victorien était avec moi, ça irait. Donc j'avais fait un projet de naissance. Et dans le projet de naissance, j'avais mis partout qu'il fallait absolument qu'il soit avec moi. Pour la péridurale, s'il vous plaît, je vous promets, il va pas tomber dans les pommes. Oui. Il aura un petit sucre dans la poche, mais il faut vraiment qu'il soit avec moi parce que sinon ça n'ira pas. Oui, parce que normalement, pour la pose de la péridurale, le ou la partenaire sort de la salle d'accouchement. C'était impossible. Est-ce que Victorien revenait souvent dans le projet de naissance ? Tout le temps. Tout le temps. Alors s'il se passe ça, allez voir Victorien. C'est ça. S'il se passe ça, alors Victorien saura qu'il faut faire ça, c'est ça ? C'est ça. C'était le garant d'un accouchement serein pour toi. Ouais, de toute façon, c'était mon pilier. Tout se passerait bien s'il était avec moi. Bon, et alors, comment s'est passé le jour J ? J'ai fissuré la poche des os à 4h du matin. Ouais. Dans mon lit, je me retourne et là, je sens un poc. Je me dis tiens, et puis je sens du liquide couler. Je dis ok. En bonne élève que j'étais, j'avais bien noté que j'avais 4 heures devant moi si le liquide n'était pas teinté. Donc j'ai dit, ok, il est 4 heures, donc on va y aller pour 8 heures. Bon, Victorien dort, je le laisse dormir tranquille. Sinon, il va être fatigué après, le pauvre, je le laisse tranquille. Je le sens un peu gigoter dans le lit. Je dis, tu dors ? Non. Je dis, je crois que j'ai fissuré la poche des os. Ah bon ? Ah bah voilà, l'excitation tout de suite, non c'est pas vrai et tout, ah ouais. Alors, il se lève, on avait une to-do list comme ça de tout ce qui restait à mettre dans la valise de maternité. Que dis-je ? Le carrosse de maternité. Malles. On est arrivé, mais chargé, mais je pense qu'on venait pour 3 semaines en fait. Comme jamais. Alors on arrive à la maternité à 8h du matin. Ça a mis vraiment toute la journée à s'accélérer, mais très progressivement, très gentiment. Ça a été cool. Ouais. Et puis, ça s'est pas mal accéléré vers 19h. Là, les vraies contractions ont commencé à arriver. Et je me suis dit, ah oui, d'accord. Ah bah oui. C'est donc ça. Les voilà. Mais donc, ce n'était pas une légende. D'accord. Donc, je suis descendue en salle de travail. Ils m'ont posé la péridurale. J'ai rien senti. Ah. Et Victorien était là ? Victorien était là. Ah. Et j'ai rencontré une sage-femme incroyable qui s'appelle Mélanie, qui était vraiment un ange. Alors, il y a eu des petites complications parce que Octave se présentait mal. Il se présentait front-œil. Front-œil, c'est-à-dire qu'il regardait vers le ciel, c'est ça ? Mais non bien, ouais. Vraiment, en fait, les contractions ne permettaient pas qu'il s'engage, quoi. Ouais, d'accord. Donc, ils ont appelé la gynéco, qui, elle aussi, était géniale. Donc, elles l'ont pas mal manipulé pour qu'il s'engage mieux, parce que sinon, en fait, c'était césarienne. On s'en est rendu compte quand j'étais ouverte à 8. Okay. Elles ont réussi à faire les choses correctement, mais par contre, il a fallu quand même des outils pour qu'il sorte. D'accord. Donc, forceps, spatule. Spatule. Donc, il est arrivé le lendemain matin ? Il est arrivé le 28 septembre à 7h22 exactement. Ouais. On a commencé à pousser vers 7h et en 20 minutes, il était là. J'aime bien parce que tu dis « on a commencé à pousser ». Jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui as poussé. C'est vrai, mais j'ai du mal à ne pas dire « on ». Le jeu, tu vois, je l'apprends. J'ai du mal à dire « je » parce que ça a toujours été « on ». On était enceinte. Ouais, c'est ça. On a accouché. Et on a poussé. Voilà, il était avec moi et là, la rencontre, le bliss. On a pleuré tous les deux comme des grosses madeleines. C'était pour le coup vraiment le plus beau moment de notre vie. Ça, c'est magique. Ouais. À peine sorti, je pense qu'il avait encore les pieds dedans qui pleuraient déjà. Très bien. Victorien a coupé le cordon et puis 15 minutes plus tard, donc peau à peau direct. C'était comment là d'accueillir cet enfant entre vous deux ? C'était incroyable, c'était notre amour vraiment incarné en chair et en os, quoi. Ouais. Et moi je trouvais ça fou parce qu'on s'aime tellement que voilà. Là pour le coup, la matière première de ce bébé, c'est vraiment l'amour, quoi. Il est fait que d'amour. Ouais. Voilà. Et donc c'était incroyable de voir nous deux se mélanger et donner un petit être, quoi. C'est de l'ordre un peu du mystique, je trouve. Pourtant, on fait ça depuis que le monde est monde, mais... Je suis d'accord. Ouais. C'est de l'ordre du mystique. C'est ça. Vraiment. Et alors, comment se sont passés vos premiers pas de parents, justement, ensemble ? Comment vous avez découvert ce nouveau monde ?
C'était du sport. Ouais. C'était du sport. Moi, quand même, l'accouchement m'a laissé un peu de séquelles. Épisio, du coup? Non, pas épisio. Non. J'avais demandé pas d'épisio, donc déchirure naturelle. Ouais. Mais déchirure quand même. Ouais. J'avais du mal à être assise, j'avais du mal à marcher. Ouais. Donc, je pouvais pas le porter. Ah ouais. Pendant combien de temps? Pendant 2 semaines, je pense. Je le Ah portais ouais, pas. c'est beaucoup. C'est Victorien qui le portait. Il a mis le cododo de son côté et il me le donnait pour téter. Et après, on est toujours resté comme ça. Donc il se réveillait. Ouais. De toute façon, on se la réveillait nuit toujours en tous même les temps que deux. toi. De Ouais. toute façon, c'était toujours à à deux. Toujours à deux. Et il faisait tout. De toute façon, il était tellement heureux d'être papa. La petite chose aussi qui était magique, c'est que comme il était indépendant et que sa mission s'est finie au moment de la naissance d'Octave, il n'a pas recherché du travail tout de suite. Il a dit j'ai le luxe entre guillemets de pouvoir me le permettre. Je prends du temps avec vous, quoi. Oh là là. Et donc, il a passé 4 mois avec nous. Et alors, votre amour fusionnel intellectuellement, physiquement, charnellement, comment ça s'est passé là pendant ces premiers mois? Et là, on s'est vraiment focus sur notre bébé. C'est Ok. vrai que là, on s'est un peu, alors pas oublié, mais là, c'était Défusionné un tout petit peu. Un petit peu. C'est vrai qu'on, du coup, c'est les mois, je pense, on a été le moins fusionnel physiquement de notre vie parce qu'on était concentrés sur Octave. Ouais. Nous, on avait eu 15 ans pour nous deux, on pouvait donner quelques mois à notre bébé, mais j'avais hâte de le retrouver parce que cette fusion, c'est une drogue, quoi. Donc, Tu le sentais, ça, qu'il te manquait? Ouais, on se le disait. Ah, vous le disiez? Ouais, on se le disait. Mais on était OK, on savait que c'était... Ouais. Voilà, c'est les débuts, c'est comme ça, c'est normal. Et alors justement, avec ce début de vie de parents, là, et toute la fatigue, toutes l'éprouvement physique que ça amène, vous avez eu des petits moments de baisse de régime entre vous, de tension, d'agacement? Est-ce que t'as ce souvenir-là? Ouais. Chose qui était quand même ultra rare entre vous. C'était pas la norme chez nous, Ouais. mais la nuit notamment. Ah ouais. On pouvait se parler de manière un peu sèche. Ah ouais. Et le lendemain matin, on s'excusait et à un moment donné, on s'est dit bon, écoute, ce qui se passe la nuit, c'est la nuit. On est fatigué, on est en mode pilote automatique. Si on se parle un peu genre passe-moi la couche, passe-moi les lingettes, ça va, tu vois, c'est Oui. C'est pas grave parce qu'à C'est chaque pas fois on contre s'excusait, excuse-moi mon cœur, j'étais un peu sec cette nuit. Oui, bon. Voilà, on a dit c'est bon, on se l'accorde. On peut se parler un peu sèchement la nuit. On a les yeux comme ça va. Ouais, Donc voilà. Et puis beaucoup moins proche aussi physiquement. Bisous, câlins, on n'avait plus le temps, quoi. Parce que de toute façon, moi j'avais Octave tout le temps sur moi. Au début, tu l'allaites tous les 3 quarts d'heure et il tète pendant 3 quarts d'heure. Donc en fait, il est tout le temps là. Ouais. Donc physiquement, on avait moins le temps de se faire des bisous, des câlins, mais c'était pour plus tard, c'était pas grave. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était... Ouais, j'ai senti quand même qu'on était différents. Ouais. Forcément. Mais vous aviez conscience que c'était éphémère et surtout vous communiquiez vachement. Ouais. Toujours beaucoup, quoi. Ça n'a jamais... non, ce lien-là, il a jamais été rompu, quoi. Non, et surtout, c'était lui, le master de la communication. C'est toujours lui qui m'a dit, il faut qu'on communique. La chose qu'on avait le plus précieux au monde avant Octave, c'était nous, notre couple. Donc, il n'était pas question de mettre ça en danger. Du coup, tout le monde est venu rencontrer la merveille dans le sud. Ouais. Et puis, on est allé fêter Noël en famille. Ok. Et puis ensuite, on est passé en 2024. Et est arrivé ce mois de janvier. Ouais. Et donc, ça s'est passé le 30 janvier, c'est ça? Au soir, ouais. Au soir. Est-ce que, du coup, tu peux nous raconter cette soirée terrible? Eh bien, soirée un peu plus banale. Victorien couche Octave, on mange, on se met devant une série. Il avait toujours pas commencé à retravailler, lui? Non, toujours pas. Il était en train de de passer des entretiens pour des nouvelles missions. D'ailleurs, il en avait le lendemain parce qu'il avait passé la journée à remplir un dossier de compétences que je l'avais relu. Enfin, voilà. Donc, on passe notre soirée tout à fait basique. Octave avait donc 4 mois. Pile poil, c'est ça. Il Vous avait étiez avec un petit bébé de 4 mois qui faisait ses nuits ou pas? Non, il nous réveillait 2-3 fois par nuit. Et il était toujours en cododo avec vous? Oui, toujours du côté de Victorien. Toujours du côté de Victorien? Oui, ça n'a jamais changé. Il n'a jamais lâché son bébé. Ok. Et donc ce soir-là, soirée tout à fait normale. On mange, on regarde une petite série. Octave dormait depuis 21h30, donc on se prenait 1 heure avant d'aller se coucher parce qu'on était fatigués. Ouais. On se couche vers 22h40, 50. Bisous, bonne nuit. Je lui disais, t'as pas oublié de mettre ton réveil parce que le lendemain, il avait rendez-vous chez le kiné. Enfin, voilà.
Et puis 1 heure plus tard, j'entends des bruits comme une sorte de râle, de ronflement. Je lui donne un coup de coude, je dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis en lui donnant un coup de coude, je sens que, il est un peu mou, quoi. Là, peu mou ? Bah ouais, c'est pas quelqu'un qui se tient, quoi. Un peu... C'est bizarre, j'allume la lumière et là, je le vois inerte, en fait. Inerte, les yeux ouverts. Et là, je comprends pas ce qui se passe. Je le secoue. Je l'appelle, je dis « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Réveille-toi, qu'est-ce qu'il y a ?» Puis au début, forcément, j'y vais mollo parce qu'il y a Octave qui est juste à côté de lui, je veux pas le réveiller. Et puis en fait, là, je comprends qu'il se passe quelque chose. Donc j'allume la lumière pour de bon, parce qu'en fait, j'avais une petite veilleuse. J'allume la lumière pour de bon. Je cours à la porte, j'ouvre la porte en grand, j'appelle à l'aide, je prends Victorien, je le tire du lit, je le mets au sol, j'appelle les secours. Et je commence à faire un massage cardiaque et à lui faire du bouche à bouche. Tant bien que mal. Tu mets ta main sur son cœur, du coup ? Non, mais en fait, il est inerte, en fait. Et je vois qu'il respire plus. Et je vois qu'il est, il est complètement dans les vapes, quoi. Enfin, il est pas là, quoi. Il est pas conscient du tout. Et quand tu hurles dans le couloir, du coup, vous êtes dans un immeuble. Ouais. Il y a des gens qui répondent ? Oui, au bout d'un moment, les gens répondent. Donc moi, je fais le massage. Parce qu'il est quelle heure, là, à peu près ? Il est 23h50. Ah oui, très peu de temps après. 1 heure après. Une heure après couché. qu'on se soit couché. On en est déjà là. Et donc, je hurle. Je hurle au secours, à l'aide. Les gens finissent par se réveiller parce que ils entendent mes cris, ils arrivent. Et là, c'est fou. Moi, après, moi, le massage, je le fais, mais je sais que Tu savais faire un massage cardiaque ? En fait, 2 semaines avant, on a fait une formation de secouriste pour les bébés, pour les enfants. Mais oui. Et donc, on a revu tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai eu le réflexe d'ouvrir la porte, appeler les secours et le mettre sur un sol plat, parce qu'un massage cardiaque sur un matelas, ça sert à rien, en fait. D'accord. C'est fou que vous ayez fait ça juste Ouais. avant. D'accord. Ok. Donc là, il est au sol. Toi, t'es au-dessus de lui. Votre bébé dort toujours ? Il est dans le cododo et là, je me rappelle de ses petits yeux qui se sont ouverts, il bougeait pas, il était là, il comprenait pas évidemment ce qui se passait parce que je commençais à hurler. Et du coup, les voisins arrivent, ils prennent le relais, ils me disent de sortir, de prendre le bébé. Les secours arrivent, je pars me réfugier entre guillemets chez les voisins. Que tu connaissais ? Non, on s'était croisés comme ça, mais pas plus, quoi. Et puis, j'entends les secours qui essayent de le réanimer pendant 1 heure. Et en fait, je comprends. Je me dis, en fait, c'est fini. Parce que quand ça dure aussi longtemps, c'est que c'est terminé. Pendant 1 heure, ils ont tenté de le réanimer. Ouais, t'entends, tu sais, l'espèce de bip, là. De choc, là. Les palettes. Ouais. C'est ça. Oui, qui font un bruit qu'on a tous entendu dans les séries américaines. Ouais. Ok. Et toi, là, t'es chez les voisins, donc mais t'entends de loin les bruits, en fait. Ouais, j'entends de loin. Octave, il est complètement réveillé à ce moment-là ? Ouais, il est réveillé. On te le prend un peu ou tu restes avec lui ? Je reste avec lui. Je l'allaite, du coup, parce qu'il a besoin... il se réveille, lui, la nuit, il tète. Ouais. Donc, je l'allaite. Et puis, les voisins sont là avec moi. Et puis... Tu retournes pas chez vous ? Pas tout de suite. Le médecin secouriste vient me voir, me pose des questions, repart. Et puis, à un moment donné, il revient et il me dit que, malheureusement, c'est terminé, qu'ils ont tout essayé, mais qu'il est décédé. Et ils te donnent une explication ? Non, ils ne savent pas. Et donc, ils m'expliquent qu'il va y avoir une autopsie parce que, 32 ans, fleur de l'âge, mort au domicile comme ça, c'est ultra suspect, quoi. Donc, normal. Et puis, moi, je veux des réponses. Moi, je veux comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? C'est une rupture d'anévrisme ? C'est un arrêt cardiaque ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, quand on me dit, il va y avoir une autopsie, je dis, oui, faites, parce que moi, je peux pas en rester là, quoi. Mais cette phrase-là que te dit ce médecin secouriste qui est arrivé 1 heure plus tôt chez vous, là, elle arrive jusqu'à toi ? Non, en fait, là, tu vois, je me regarde d'extérieur et en fait, je suis en mode automatique, quoi. Je suis là en mode, c'est bon qu'on en finisse, quoi. Dites-le moi qu'il est plus là, je le sais. De toute façon, ok, il est plus là, voilà. Enlevez le bandage, quoi. Enlevez le pansement. Arrêtez de faire durer le truc parce que je le sais, en fait. Je le sens, il est plus là. Comment tu réagis là, à ce moment-là ? T'as ton bébé dans les bras ? Ouais, j'ai mon bébé dans les bras et puis je suis sidérée, en fait. Dans un état second. Dans ces moments-là, t'es
T'es sous le choc et On a des larmes qui coulent à ce moment-là? Pas forcément, non. Pas forcément. Oui, tellement, ouais. Justement, tu parles de sidération. Ouais, t'es sidérée en fait. T'es sidérée. Et là, mes voisins me disent, il faut que vous appeliez quelqu'un, vous pouvez pas rester toute seule cette nuit. Et j'ai de la famille du coup qui est pas loin, et j'appelle un de mes oncles qui a 1 heure de route. Et donc forcément, je l'appelle, il devait être, je sais plus, peut-être 2 heures du matin. Il décroche, et je lui dis ce qui vient de se passer, et il prend sa voiture et il arrive. 1 heure plus tard, il est là, quoi. Tu appelles d'autres gens entre-temps? Non. Enfin, comment ça se passe? Tu retournes dans votre chambre? Après, je retourne. Donc, les voisins me gardent Octave. Je remonte. Je vais voir Victorien. Donc, scène horrible, puisque je hurle. Ils l'ont remis dans le lit. Ils l'ont remis dans le lit. Et là, cette fois-ci, il n'y a plus de vie, quoi. Ça se voit. Et là, c'est lunaire. Lunaire, parce que ta vie, elle est normale. Et en un claquement de doigts, elle bascule. C'est une violence. T'arrives et tu vois l'amour de ta vie, qui a 32 ans, et qui est plus là. Et qui était là encore quelques heures avant, quoi. Il y a quelques heures avant, c'est bisous, bonne nuit, t'as mis ton réveil, à demain, quoi. Enfin, ouais, tout à l'heure, parce qu'Octave se réveille plusieurs fois par nuit, donc... et en 1 heure, il n'y a plus rien. Et toute cette histoire d'amour, elle est finie. Et ça, c'est fou. Qu'est-ce qui te traverse à ce moment-là? Comme pensée, comme physiquement, qu'est-ce que tu ressens? J'attends que mon corps s'arrête. Parce que j'ai toujours dit, si tu meurs, je meurs. Donc maintenant, c'est à moi de mourir. Moi, je voulais mourir avec lui. Donc je me dis, bon, alors, quand est-ce que tu lâches, toi? Parce que lui, il est parti, moi, je peux pas rester. Donc, j'attends que mon corps, il lâche. Alors la nuit, elle est en suspens. Je parle beaucoup avec mon oncle, on pleure, on redevient normaux. C'est un peu bizarre. Et puis le jour se lève, et là, j'ai qu'une trouille, c'est que le jour se lève, parce que quand le jour va se lever, ça va être vrai, en fait. Et là, je dois appeler tout le monde. Tu n'as appelé personne pendant la nuit? Non, je me suis dit, de toute façon, le monde va s'écrouler demain. Autant qu'ils passent une dernière nuit à dormir, parce que je leur dise à 3h ou à 6h, ça changera rien. Victorien, il est plus là, mais de toute façon, ça changera rien. Donc je leur laisse une dernière nuit paisible, avant que le monde s'écroule, en fait. Et en effet, quand j'appelle tout le monde s'écroule. Et j'ai pas pu appeler mes beaux-parents, j'ai demandé à mes parents d'aller les voir, parce que je pouvais pas leur dire au téléphone. Ouais. Et du coup, le corps de Victorien a été transporté cette nuit-là? Ouais. Il y a les gendarmes qui sont venus, parce que quand c'est comme ça, t'as les gendarmes qui viennent. Justement pour faire l'autopsie après. Qui l'emmènent, qui ferment la chambre. Après, tu peux plus y aller, parce que c'est suspect, quoi. Donc, et puis après, ils l'emmènent. Et puis, ils l'ont emmené à Nîmes pour faire l'autopsie. Et toi, tu étais où cette nuit-là? T'es restée dans ton appart? Je suis restée chez moi, dans mon appart. Mais dans le salon? Dans le salon. Octave dormait, je l'ai changé de chambre, parce qu'on avait une autre chambre, je l'ai mis dans l'autre chambre, et il m'a fait sa meilleure nuit. Ah ouais. Il s'est rendormi. Il s'est rendormi, lui, jusqu'à 8h. C'est fou, ça. Ouais. Alors qu'il se réveillait toutes les nuits. Ouais, là, il a dormi. Et puis après, voilà. Après, t'appelles tout le monde, et je sais même plus, en fait. Tu vois, c'est tellement fou. Je l'ai tellement fait en mode pilote automatique que j'ai du mal à me rappeler qui j'ai appelé, qu'est-ce que j'ai dit, comment ça s'est passé. Enfin, c'est... Et puis, c'est vrai que de le dire, ça le rend réel, quoi. C'est ça. Donc, prononcer les mots que tu as dû prononcer, ça devait être... lunaire. Ouais. C'est irréel. Et en fait, t'as vraiment l'impression de vivre un cauchemar. J'ai toujours l'impression d'être bloquée dans ce cauchemar. Tous les matins, je me réveille, j'espère m'être réveillée, mais non. J'y suis toujours. Et puis, malheureusement, tu fais rentrer les autres aussi dans ce cauchemar. Parce que tu te dis, ils sont chanceux, ils savent pas encore, ils se rendent pas compte de ce qui s'est passé. Mais par contre, t'as qu'une hâte, c'est qu'ils soient là. Ouais. Mes parents, ma sœur, j'ai qu'une hâte, c'est que tout le monde arrive, en fait. Et c'est ce qui se passe? Tout le monde débarque très tout le monde débarque, mes beaux-parents arrivent de Normandie le lendemain matin. À partir de ce moment-là, je ne serai plus jamais seule, jusqu'à récemment, où je peux de nouveau passer des journées toute seule, mais c'est très récent, quoi. Et alors, est-ce que tu as des nouvelles des médecins, du médecin légiste dans la journée? Non, mais j'en ai le surlendemain, je crois. C'est ça. On me convoque à la gendarmerie, je dois raconter ce qui s'est passé. Et puis là, on me donne le résultat très succinct de l'autopsie. On me dit, il a fait un infarctus.
Je me dis, un infarctus, comment ça, un infarctus à 32 ans? C'est pas possible, en fait. Et puis, pour moi, un infarctus, tu sais, c'est t'as mal au bras, t'as le temps d'appeler les pompiers, Oui. T'y vas. Oui, t'as des signes avant-coureurs. Ouais. Et lui, ce qu'il a fait, ça a été tellement massif et violent qu'en fait, ça l'a emporté sur le moment, quoi. En 1 heure, c'était fait, c'était terminé. Il a eu aucune chance. On aurait pu le réanimer même sur le moment, de toute façon, on pouvait pas le sauver, quoi. C'est ce qu'on m'explique. Donc un infarctus, c'est vraiment le cœur qui lâche. C'est une coronaire qui s'est bouchée. Ouais. Et du coup, du fait que le sang ne peut plus être pompé, le cœur s'arrête. Et ça, sans aucune raison, finalement. Non. Aucun symptôme, il n'a jamais eu de problème cardiaque. Il courait, il préparait le marathon. Quel marathon il préparait? Le marathon de Paris. Le marathon de Paris. Ouais. Et de fait, j'ai regardé depuis dans son Strava. Il avait fait une course 10 jours avant. Et... Attends, c'est quoi Strava? Strava, c'est une application de sport. Ah oui, d'accord. De coureurs. De coureurs, notamment. C'est pour ça que je connais pas. D'accord. Et ah oui, qui répertorie les et tu vois son temps, etc. Il avait fait un très bon temps. Enfin, il avait une très bonne santé, quoi. Ok. C'est comme un accident, en fait. C'est comme un accident de voiture. Tu le vois pas venir et c'est comme ça. Et donc, c'est la seule explication qu'on t'a donnée. Alors depuis, j'ai un peu remué ciel et terre parce que moi, je pouvais pas m'arrêter à là. Donc j'ai pu avoir accès à cette conclusion d'autopsie uniquement. Ouais, d'accord. Que j'ai fait lire par des cardiologues. Donc un document papier? Ouais, un document papier avec un peu plus de détails. Donc on a découvert qu'il avait une malformation cardiaque, mais qui n'est pas l'explication finale de son décès. Il s'avère qu'il avait ça, donc moi maintenant je dois faire suivre Octave pour ça aussi. Ok. Mais en fait, l'infarctus qu'il a fait, le cardiologue m'a dit, c'est juste un concours de circonstances de malchance, quoi. Mais je me dis, mais la vie, ça tient à ça? C'est terrible à quel point c'est la loterie, quoi, de la vie. C'est ça. Tu sais pas pourquoi ça tombe sur telle ou telle personne. C'est d'une injustice. Enfin bon, on n'a pas vraiment les mots pour décrire ce genre de décès c'est vrai qu'il ne devrait pas arriver, quoi. Et surtout qu'on peut pas du tout laisser présager. Enfin, ce qui fait qu'effectivement le choc, il est d'autant plus brutal et violent, quoi. Comment ça se passe les jours d'après une journée noire comme ça? Eh bien, c'est très compliqué. On s'occupe beaucoup d'Octave. Moi, j'ai du mal à m'occuper de lui. Alors, je l'aide toujours. Ouais. Mais je me dis que de toute façon, avec le choc, mon lait, il va se barrer, quoi. Enfin, je peux pas... Mon corps peut pas supporter ça. Et en plus, allaiter, je me dis, de toute façon, ça va s'arrêter. Ouais. Et pourtant, ton corps continue de produire du lait. Ouais. Mon corps continue de produire du lait. Et... une après-midi, donc je tiens mon lait pour qu'Octave il ait un biberon et puis je pars voir Victorien, la chambre funéraire. J'y passe un peu plus de temps. Entre-temps, on avait acheté du lait en poudre pour être sûr qu'il y ait ce qu'il faut si ça part. Et donc on prend du temps et Octave redemande à manger. Donc ceux qui le gardaient lui font un biberon et en fait il crache instantanément le lait maternisé. Et quand je rentre, on m'explique ça et lui il était affamé, quoi. Et je me dis, ok, donc en fait, là, j'ai pas le choix que de continuer à l'allaiter parce que mon petit loulou, là, il refuse le lait maternisé. Donc, il veut que mon lait. Et donc, il veut que moi. Parce que moi, en fait, j'avais commencé à avoir des schémas de pensée où je me disais, bon, va falloir prendre une décision rapidement parce qu'il est tout petit. Donc, si je disparais maintenant, il se rendra pas compte de toute façon. Et puis, quelqu'un d'autre que moi, ou moi, c'est pareil, il est petit, il sait pas encore qui je suis. Il va pas se rappeler de son père, s'il se rappelle pas de moi, c'est pas grave. Il aura sa tante, ses grands-parents. Ah oui, toi t'en étais là. Alors, je comptais pas me suicider, mais juste de toute façon, mon corps il allait mourir. Sans Victorien, je pouvais pas vivre en fait. Donc je l'attendais. Je me dis bon, quand est-ce que tu clames, quoi? Quand est-ce que tu t'arrêtes là, le cœur là, toi? Arrête-toi. Le sien il bat plus, le mien peut plus battre. Mais mon petit loulou m'a un peu ramené, tu vois, à la vie juste par cet épisode, parce que j'avais quand même cet amour immense pour mon bébé que j'aime par-dessus tout et je me suis dit ok, donc il faut que je l'allaite. S'il faut que je l'allaite, ça veut dire qu'il faut que je mange. Et donc je vais manger alors, parce que dans ces moments-là, t'as envie de tout sauf manger, tu te laisses mourir. Bien sûr. Et donc là, je me suis forcée à manger pour lui, et donc j'ai toujours eu du lait. Quasiment 5 mois plus tard, je l'allaite toujours. Ouais. Voilà. Et oui, t'es venue avec ton tire-lait d'ailleurs. C'est ça. Exactement.
Et oui, et ce lien de mère nourricière t'a permis effectivement de me garder en vie. Bon, et alors il a fallu organiser les obsèques de l'amour de ta vie. C'est évidemment quelque chose, j'imagine, dont vous n'aviez pas parlé. Non. Là, pour le coup, on avait parlé de beaucoup de choses, mais pas de ça. Parce que 32 ans, c'est pas un sujet. Donc je l'ai rapatrié en Normandie. D'accord. Parce que le sud, c'était chouette, mais on venait juste d'arriver. Et je me suis dit, nos racines, elles sont quand même en Normandie. On a grandi tous les deux là-bas, il y a nos familles là-bas, je peux pas le laisser là. Donc ça s'est fait en Normandie. Maintenant, je te cache pas que choisir un cercueil, l'intérieur d'un cercueil, des choses comme ça, à 32 ans, c'est un délire. Moi, quand j'ai fait ça, j'étais dans un état second et je me suis mise d'ailleurs à pleurer et me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre ? J'étais là dans les pompes funèbres et je disais littéralement, mais je rêve, réveillez-moi. Réveillez-moi. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de crises dans les 10-15 premiers jours où tous les jours, je hurlais et je disais, mais réveillez-moi. Où j'appelais Victorien, je disais, viens me chercher, réveille-moi de ce cauchemar qui est pourtant réel. Et donc voilà. Et c'est pourtant toi qui l'as fait, qui était là. Mais je voulais le faire pour lui. Je voulais le faire pour lui. J'ai toujours tout fait pour lui de son vivant et même s'il est plus là, je continue de faire les choses pour lui. Donc, j'imagine que, chez vous là, tout te ramenait à lui. T'avais envie de relire vos messages, d'écouter son répondeur, de relire vos lettres. Est-ce que tout de suite t'as eu besoin de te nourrir de ça, de son souvenir ? Un petit peu. Je le faisais un petit peu au début, mais pas tant. Et encore aujourd'hui, je le fais très très peu parce que je suis en pilote automatique. D'accord. En fait, comme je dois m'occuper d'Octave. C'est lui maintenant ma priorité, je peux pas m'effondrer. Et si je me mets là-dedans, dans les lettres, dans les messages que j'ai quand même un petit peu cherché, mais voilà, le peu que j'ai effleuré ça, c'est trop un tsunami d'émotions qui t'envahit. Et en fait, à chaque fois, je vois ce gouffre dans lequel je me dis, si je tombe là-dedans, je ressors pas, en fait. Et je peux pas, parce que j'ai Octave et il faut que je m'occupe de lui, en fait. Donc c'est la maman là qui prend le dessus. Moi je le dis, moi Mathilde elle est morte avec Victorien. J'existe pas sans lui. Mais par contre la maman elle est là. Et c'est la maman qui a pris le flambeau et qui a dit maintenant je me bats pour mon petit loulou. Parce que c'est notre amour et puis l'amour maternel transcende tout quoi. Est-ce que les obsèques de Victorien étaient à la hauteur de la personne qu'il était et de votre amour ? On a préparé ça avec ma famille comme il faut. C'est le prêtre qui nous a mariés qui a officié les funérailles. C'était très important pour lui et puis pour nous parce qu'on se connaissait. Il était très ému. Il n'enterrait pas quelqu'un de lambda. Il a apporté aussi beaucoup de choses personnelles, d'émotions et c'était vraiment une belle cérémonie. Et puis j'ai pris la parole aussi. Ah oui, t'as réussi à faire ça ? Ouais, je sais pas comment dire, mais quand ça s'est produit, je me suis dit de toute façon, il faut que je parle. Il faut que je parle, j'avais la sensation qu'il serait là, qu'il me verrait et qu'il fallait que je lui dise tout ce que je lui avais pourtant déjà dit, mais il fallait que je parle. Et donc je lui ai écrit une très belle lettre d'amour que j'ai lue devant tout le monde. Oh là là. Mais j'avais besoin de le faire en fait. Je sais pas expliquer comment, pourquoi. Comme si je savais qu'il nous regardait et qu'il fallait que je lui dise et que je le crie au monde entier. Donc ces obsèques ont eu lieu début février ? Le 8 février. Le 8 février. Parce que j'ai refusé que ce soit le 7, puisque c'était nos 15 ans. Ah oui, d'accord. Donc depuis le 8 février, tu réapprends à vivre ? Ouais, j'apprends. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? J'apprends à vivre parce que avant lui, j'étais une enfant presque. On est devenus adultes ensemble, on s'est construits ensemble et c'est vrai qu'on n'a jamais été l'un sans l'autre. Moi, je suis pas... tu vois, j'ai dit on. J'ai beaucoup du mal avec le jeu. J'ai jamais été jeu. Enfin, si, mais j'étais une gamine. Ouais. Et le jeu adulte, je ne sais pas qui je suis sans lui, en fait. Ouais. Je suis une maman, ça c'est sûr. Et c'est ça qui me porte aujourd'hui. C'est ça qui me sauve. C'est indéniable. Mais Mathilde, pour le moment, Mathilde, elle n'a pas de projet, elle n'a pas encore d'avenir. Et puis ça ne m'intéresse pas de me projeter dans un avenir sans lui. Tout ce qui m'intéresse, c'est mon bébé. Qu'il aille bien, qu'il soit heureux, qu'il soit entouré d'amour, qu'il connaisse son papa à travers tout ce qu'on va lui raconter. Je me suis un petit peu
excitée dans tous les sens pour récupérer plein de photos, plein de vidéos que les gens pouvaient avoir, parce que moi j'ai beaucoup de choses à nous deux, mais il n'y a pas que mon prisme à moi, tu vois. Je veux qu'Octave, il connaisse aussi son papa sous tous les prismes de nos amis, de sa famille, de quand il était plus jeune, de quand il n'était pas avec moi, même s'il n'y a pas eu beaucoup sans moi. Parce que je veux qu'il le connaisse, je veux qu'il ait l'impression de l'avoir connu, en fait. Parce qu'il était tellement génial que c'est injuste qu'il ne l'ait pas connu. Donc tu constitues des albums photos? Je ne les ai pas encore imprimés, mais voilà, je fais des drives, Google, j'écris à tout le monde, envoyez-moi des photos, je rassemble, j'écris des lettres à Octave, j'écris des lettres à Victorien, que plus tard je montrerai à Octave. Voilà, je consolide plein de choses pour lui créer des souvenirs et un pool de choses tangibles auxquelles il pourra se raccrocher et pour qu'il se rende compte qui était son papa. Il était présent aux obsèques? Non. Il a été gardé? Oui, il a été gardé par des gentilles personnes. Et alors, peu de temps après, tu as eu envie de courir le marathon de Paris? Eh bien, il était inscrit en effet au marathon de Paris. Et donc, il n'a pas pu le courir. Mais ses cousins ont eu une super idée, c'est de faire un relais. Donc, les membres de sa famille, des amis à nous, on s'est tous réunis et on a organisé un relais qu'on a tous couru à 12. À 12, ok. Et une autre de ces lubies dont il me parlait depuis la naissance d'Octave, c'était qu'il voulait passer la ligne d'arrivée avec Octave. Alors moi j'étais, attends, il sera tout petit, il y a beaucoup de monde, je sais pas comment on va faire, je sais pas, Mimi, on verra ça. Et en fait, moi je me suis dit, peu importe comment je vais le faire, mais je vais le faire pour lui. Donc 10 semaines après sa disparition, vous avez organisé ça et toi tu t'es dit ok, je vais la franchir cette ligne d'arrivée. Je vais la franchir pour lui avec Octave comme il voulait le faire. Mais toi tu courais? Non, je déteste ça. J'ai horreur de la course. C'est vraiment pas mon sport. Donc comment ça s'est organisé tout ça? Donc il était prévu qu'il y ait 11 personnes avant toi. C'est combien de kilomètres le marathon? 41, 42, je sais plus exactement. D'accord. Donc c'était découpé. C'est son cousin qui avait fait ça, qui avait tout découpé, super bien organisé. Le dossard était sur un chasuble parce qu'en fait t'as une petite puce dans le dossard. Ah bah oui. Qui permet de te tracer. Donc c'est un chasuble que chacun se passait à chaque fois qu'il se retrouvait au kilomètre en question. Et toi, tu étais la dernière. Et moi, j'étais la dernière étape. Et à la dernière étape, j'ai récupéré le chasuble. J'étais avec Octave. Des amis ont couru avec moi parce que physiquement, c'était compliqué. Enfin, j'ai très peu d'énergie. Dans la foule, je le cherchais. Même si je sais qu'il n'était pas là, je le cherchais. Et les 2 kilomètres ont été, physiquement déjà difficiles, mais émotionnellement, c'était très lourd. J'ai vraiment le cœur lourd, de manière générale. Et c'est physique, tu vois, c'est courir, danser, ça me coûte énormément parce que je suis tellement lourde à l'intérieur, j'ai tellement de chagrin que ça me demande une énergie folle en fait de faire ça. Et tu vois, ce n'était que 2 kilomètres, mais c'était énorme pour moi, avec la poussette en plus. Et pourtant, tu l'as fait. Et alors, à peine cette ligne d'arrivée franchie, tu as été filmée. Ouais, j'ai été filmée. Par cette caméra qui était là et cette journaliste qui t'a interviewée. Comment ça s'est arrivé exactement Eh bien, je venais de passer la ligne d'arrivée. J'étais en larmes parce que émotionnellement, je lâchais beaucoup de choses. Et puis, je vois un petit groupe de journalistes là qui me font signe vers moi, genre... faut la choper, elle. Elle pleure, elle a une poussette. Ouais, elle a une poussette, voilà quoi. Et ils sont venus vers moi et puis j'ai pas détourné. J'ai répondu aux questions, mais en pilote automatique quoi. On m'a demandé ce que je faisais là, qu'est-ce qui se passait, et c'est là que j'ai répondu à leurs questions. Donc ils ont découvert la tragédie qui se tramait derrière ça. T'as dit j'ai couru le marathon pour mon mari qui est décédé il y a 10 semaines. On a l'impression que je dis 2 semaines, mais c'est il y a 10 semaines. Et voilà, il voulait passer la ligne d'arrivée avec son bébé, alors je l'ai fait pour lui. Voilà ce que je dis. Comment a réagi la journaliste à ce moment-là? Tu te souviens de son regard? Je me rappelle qu'elle avait les larmes aux yeux, qu'elle était très émue, parce que je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à cette histoire-là. Ah c'est sûr. Il s'attendait à quelque chose sûrement de plus joyeux, et quand je lâche ça, elle a les larmes aux yeux, quoi. Et c'est vrai que cette vidéo a fait le tour des réseaux.
Mais ça c'est vraiment, ça a circulé comme une traînée de poudre. Elle est devenue virale. Ouais. J'imagine que tu ne t'attendais pas à ça. Pas du tout. Quand tu as répondu à cette question. Pas du tout. J'ai répondu à 2 questions, 3 questions. Et puis moi, après, j'ai continué ma journée. Ouais. Et puis d'un coup, sur mon portable, je commence à avoir des notifications. On m'envoie des trucs. Et puis, j'avais une des cousines de Victorien qui était là et qui est allée rechercher la vidéo tout de suite sur France TV. Elle m'a dit, attends, je vais trouver... Mais voilà, moi, je pensais que ça allait s'arrêter là, quoi, un lien sur Internet d'une vidéo. Et en fait, non, ça a tourné aussi à la télé le soir. Ça a tourné sur les réseaux, ça a tourné partout. Et ça fait un peu peur. Je te cache pas que ça fait un peu peur quand tu vois... Bon, en plus, sur les réseaux, j'ai un compte privé, je suis pas du tout dans le game. Et quand d'un coup, ta tête est exposée partout... tu te dis oulala, et puis ça, tu perds le contrôle, quoi. Ton image, elle est partout, l'image de ton bébé aussi. Bon, il dormait, voilà, mais parce qu'il s'est endormi, petit chat. Bien sûr. Il dort pas la nuit, mais il dort quand je cours avec des milliers de personnes autour qui crient, hein, évidemment. Normal. Et c'est un peu étourdissant. Honnêtement, ça fait un peu peur parce que d'un seul coup, et puis tu reçois des centaines et des centaines et des centaines de messages parce que les gens te retrouvent. Oui, de gens parfaitement inconnus. D'inconnus. Alors, j'ai reçu des centaines de messages d'amour. C'était que de la bienveillance et ça faisait vraiment du bien. Tu vois, ça faisait du baume au cœur, mais ça faisait peur. Sur Instagram, Sur Instagram, ouais. Malgré le fait que tu étais en compte privé. Les gens t'envoient un message, après... T'acceptes ou t'acceptes pas. Après, si t'acceptes, ils te suivent, donc j'ai rien accepté. Mais en tout cas, tu as pu lire tous les messages je les ai tous justement. Je les ai tous lus et j'ai reçu un shot énorme d'amour et c'était adorable. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont cru que j'avais couru le marathon. Ah oui. C'était un petit peu confus. Je dis non, je n'ai pas couru le marathon. Là, je veux bien faire des efforts, mais là, 42 km, non, c'est trop, là. C'est vrai que quand tu voyais passer la vidéo rapidement, tu te disais, voilà, elle a couru le marathon. Tu pouvais pas imaginer le relais. Mais c'est vrai qu'elle a été extrêmement repostée, relayée. Et que, alors, toi, t'as reçu évidemment des centaines de messages. Moi, j'ai dû quand même en recevoir moins que toi, mais beaucoup. Mais franchement, c'était hallucinant comme il y a eu une empathie immédiate pour toi et pour ton histoire, parce que en une phrase, en fait, t'as fait passer une émotion dingue. On a été embarqués avec toi immédiatement. Et alors après, le soir, quand t'es à la fin de cette journée de marathon, tu te sentais comment ? Justement, vide. Avec toute cette vague remplie et vidée à la fois. Ouais, c'est ça, exactement. Vide et à la fois réconfortée par tous ces messages d'amour et une espèce de solidarité, d'empathie, comme tu disais. Des gens qui t'envoient juste de l'amour, qui te disent juste « Je vous ai vu, bravo, vous êtes forte ». Plein de courage, plein d'amour. Les gens, ils attendent rien en retour. Ils attendent pas que je leur réponde. Enfin, c'est gratuit. C'est juste gratuit et ils ont juste envie de t'envoyer de l'amour pour te porter, en fait. Ouais. Et à la fin de cette journée, c'était difficile émotionnellement, donc j'étais un peu vidée. Mais cet engouement qui a duré, j'ai été contactée pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Et est-ce que tu as eu des témoignages d'autres jeunes veuves justement, qui se retrouvaient, qui voulaient te raconter qu'elles vivaient aussi la même chose que toi? Ouais, j'en ai eu une notamment qui m'a écrit, qui m'a expliqué qu'elle aussi, elle était jeune veuve avec une petite. Et donc on a échangé. Et puis après, ça t'a fait quoi d'avoir je me suis sentie moins seule. Tu sais, quand quelque chose comme ça t'arrive, d'aussi inattendu et rare, heureusement, heureusement, mais je veux dire, personne dans mon entourage qui a vécu quelque chose comme ça. Les gens qui m'entourent ont beau essayer de se mettre à ma place, me soutenir, me dire toutes les belles choses qu'ils ont à me dire, personne ne peut comprendre ce que je ressens et ce que je vis et ce par quoi je passe. C'est compliqué, tu vois, d'être dans une assemblée, un mariage, un anniversaire avec des couples de ton âge, avec des enfants, avec des projets. Enfin, il y a quelques mois, j'étais eux. Moi aussi, j'avais ces mêmes projets. Aujourd'hui, j'ai un deuil multiple à faire. J'ai le deuil de l'amour de ma vie, mais qui était aussi mon meilleur ami, mon confident. Il était tout mon monde, le père de mon fils, ma vie, parce qu'on avait une vie qui était projetée et je l'ai perdue. Les enfants qu'on devait avoir aussi derrière. Moi, j'ai adoré être enceinte et j'avais qu'une hâte, c'était d'être de nouveau enceinte. Et ces bébés, ils n'existeront jamais. Donc, je dois faire le deuil de tout ça à la fois.
Et les gens, ils peuvent pas comprendre, en fait. Même si ils essayent de se mettre à ta place et ils ressentent des émotions pour toi, et aussi parce qu'ils ont perdu un ami, un cousin, un frère, enfin bref, personne ne comprend ce que je vis. Et donc, le fait de trouver des jeunes veuves comme ça, soudainement, tu te dis, je suis pas tant un ovni, déjà d'une. Ouais. Et on se comprend, parce que malheureusement, les seules veuves que je connais dans mon entourage, c'est des dames qui ont 75, 80 ans. Bien sûr. Elles ont leur tristesse, je dis pas perdre le compagnon d'une vie, c'est terrible. Mais elles sont à un stade où elles sont au bout de leur vie, tu vois, leur vie, elle est déjà derrière elles. Moi, j'ai toute cette vie qui devait être faite, qui est partie avec lui en même temps. Et au-delà de ça, j'ai aussi l'immense peine que mon fils ne connaisse pas ce père incroyable que je lui avais trouvé. Aujourd'hui, où est-ce que tu trouves un peu de joie, un peu de force, un peu de projet, justement ? Mon fils. Ton fils, uniquement ton fils ? Uniquement mon fils, ouais. J'ai énormément d'amour autour de moi, ma famille, mes amis, je suis très très soutenue. Je les aime énormément, mais c'est mon fils, ma bouffée d'air en fait. Je me projette dans le futur parce qu'il y est. Parce que sinon, moi je serais déjà avec Victorien en fait. Ah ouais ? Oui. Tu penses que tu aurais mis fin à tes jours ? Je serais morte, je me serais laissée mourir. C'est un peu violent de dire ça comme ça, mais je ne pouvais pas vivre sans lui. Déjà, je t'ai décrit la Chine, c'était un enfer. Alors t'imagines, aujourd'hui, j'ai beau cocher les cases dans un calendrier, il n'y a pas de fin, il ne reviendra pas. Je suis partie à l'autre bout du monde, j'aurais fait n'importe quoi pour le retrouver. Et là, c'est la seule chose que je ne peux pas dépasser. Donc, à part mon fils, aujourd'hui, non, il n'y a rien d'autre qui me porte. Même si j'aime mon entourage, je les aime pas autant que Victorien et pas autant qu'Octave. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est mon fils. Je le porte, je l'élève, je lui apporte tout l'amour qu'il aurait dû avoir aussi de son papa. Son papa, c'était un amoureux de la vie, un super bon vivant, et je veux lui apporter ça aussi. Et puis voilà, toutes les étapes qu'il va avoir dans sa vie, je veux être là pour l'accompagner autant que possible. Est-ce que tu te fais aider psychologiquement ? Oui. Ouais, je vois quelqu'un. Tu vois quelqu'un ? Ouais. Tu prends un peu des médicaments pour t'aider à... Non, je prends rien. Je l'allaite, même s'il y a des choses qui sont compatibles avec l'allaitement. Ouais. Non, pour le moment, je tiens comme ça. Est-ce que tu as recommencé à travailler ? Non, pas encore. T'es en arrêt, là, du coup ? Je suis en arrêt. Ok. Je suis en arrêt, ouais. Est-ce que tu as consulté peut-être, je sais pas, des pédopsies ou même le psy que tu vois par rapport à l'impact de ce décès paternel sur ton fils ? Oui, dès le début, je suis allée voir des pédopsies, la PMI aussi. Ouais. Pour être sûr déjà qu'il n'ait pas eu de traumatisme, parce que il était là quand ça s'est produit, donc je me suis dit... Alors qu'est-ce qu'ils disent justement ? Ils l'ont observé, ils m'ont dit non, tout va bien, il se développe bien, il est joyeux, tout va bien, il n'a pas de traumatisme. Maintenant évidemment, plus tard il y aura un travail à faire, il aura des questions auxquelles il faudra répondre, voilà, il y aura évidemment un accompagnement particulier pour lui, mais je suis très attentive à ça. Voilà, l'objectif c'est vraiment que je l'accompagne au mieux avec cette histoire qui est la sienne aussi, qui est pas banale, qui est assez lourde, mais je veux pas que ça le plombe. Ouais. Et même s'il sera jamais comme tout le monde, il sera le petit garçon qui a pas de papa. Enfin, il a un papa, mais qui n'a pas connu son papa. Je veux être sûre que c'est une histoire qui l'embrasse le plus sainement possible. Ouais. Et je ferai tout pour. Ça, je serai ultra vigilante là-dessus. Et tu es retournée vivre, du coup, en Normandie ? C'est ça. Ok. Et là, je suis chez mes parents et je passe mes journées à m'occuper d'Octave et à voir mes beaux-parents aussi. Comme ça. Ok, tu habites chez tes parents, là, aujourd'hui ? J'habite chez mes parents. Avec Octave ? Ouais. D'accord, c'est ça. Ok. Est-ce que tu arrives à rire ? Oui. Oui, j'ai des sursauts de vie. Ouais. Ouais. En se parlant, là, juste avant, on se parlait d'humour noir. Et c'est vrai que c'est un moyen d'évacuer la peine et le stress et l'angoisse qui revient souvent chez les personnes endeuillées. Ça te fait du bien, toi, de rire presque de ça, ou en tout cas de twister la réalité ? Oui, complètement. J'ai d'ailleurs toujours fait beaucoup de blagues. Avec Victorien, on était deux bons blagueurs. Ouais. Et là, d'une situation aussi terrible qu'elle est, j'en ris. Enfin, je fais des blagues un peu limite, mais c'est moi, donc j'ai le droit. Absolument. J'ai le droit, et je vois souvent que ça met les gens un peu mal à l'aise, et ça me fait rire en fait, de les mettre mal à l'aise. Ouais. Ça te fait du bien, presque. Ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien parce que en fait, c'est tellement ridicule
cette vie. C'est tellement lunaire ce qui s'est passé, c'est tellement inacceptable qu'en fait il faut que je le tourne à la dérision, quoi. Parce que si je le prends trop sérieusement, mais je perds la raison aussi, tu vois. Donc il faut que j'en ris. Enfin voilà, je suis pas morte de rire. Hein. Non, mais c'est beaucoup d'humour, quoi. C'est ouais. Voilà, je twiste des choses, je fais des blagues un peu vaseuses, ouais. Mais j'ai toujours été comme ça, et là, c'est. Et il n'y a pas de raison que ça continue pas. C'est aussi toi, c'est aussi l'ancienne Mathilde là qui s'exprime. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Elle est toujours là malgré tout. Peut-être à travers ce genre de petites fulgurances. Ok Mathilde, est-ce que tu as l'impression qu'on a tout dit? Oui, je pense qu'on a fait bien le tour. Est-ce que peut-être ce témoignage pourra aller dans la boîte à souvenirs et surtout une façon d'incarner aussi Victorien que tu pourras faire écouter à Octave quand il sera plus grand. C'est ça, je lui ferai écouter cette histoire où j'ai tout retracé aussi, nos débuts, qui on était, comment il est arrivé. Merci infiniment Mathilde pour cette histoire tellement bouleversante, tellement belle à la fois et je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, même si toi, tu dois te dire que le bonheur ne reviendra pas. Mais moi, je suis sûre qu'il reviendra d'une autre manière. Et en tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur, vraiment. Merci Clémentine. En tout cas, embrasse Octave pour moi, toutes vos deux familles là qui vous entourent. Bon retour auprès des tiens et belle vie, malgré tout. Et merci d'avoir accepté de raconter tout ça et de t'être replongée dans ces journées difficiles. Merci Mathilde. Merci Clémentine. À bientôt. On se tient au courant. Ça marche. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode intense, puissant et tellement inspirant. Encore un immense merci à Mathilde pour son sourire, ses confidences et cette lumière qui brille malgré tout autour d'elle. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous sur Instagram, sur le compte bliss.stories pour échanger, papoter et surtout ne rien louper de toutes nos actualités. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis bien sûr, long live the bliss.